Non, ce n'est pas normal de continuer en Europe avec des grosses exploitations comme ça. L'agriculture intensive n'a pas d'avenir. Même le bio, il est en train de disparaître. C'est grave que les consommateurs, à la fin, le bio, ça les intéresse de moins en moins. Que ce soit des inondations, les tornades, etc. Ces choses-là vont devenir de plus en plus courantes. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, la Commission européenne ne fait pas son travail. Les équitables, c'est ça le mot crucial, parce qu'on vit dans une philosophie équitable. Le groupe est important parce que c'est le groupe qui va faire changer. Bienvenue dans ce podcast, le chant libre d'Erwin. Erwin, le paysan au chapeau. Un podcast que vous retrouverez avec d'autres en audio et vidéo sur toutes les plateformes. Et aujourd'hui, Erwin rencontre l'explorateur Alain Hubert. Au menu de ce podcast, l'histoire de cet homme avec la Fondation Polaire Internationale, l'exploration au service de la recherche scientifique, la lutte pour le climat et la protection des pôles. Et nous sommes dans notre sympathique lieu d'enregistrement, le café Etc. à Etterbeek, en région bruxelloise. Et à propos de pôle, on parlera aussi, Alain, du pôle Nord. Car en ce qui me concerne, je suis Patrick Remac, le modérateur de ce podcast. J'ai une toute petite histoire avec cet endroit et l'invité d'Erwin, Alain Hubert. Bonjour Erwin. Salut Patrick, salut Alain. Bonjour. Alors Alain, comment on devient Alain Hubert ? C'est une bête question. En fait. Disons, non, je pense qu'on a chacun sa vie et puis voilà. Disons, si on sait à l'avance qui on va devenir, ce serait un petit peu embêtant, non ? Et il vient d'où Alain Hubert ? Alain Hubert, il vient de Boisfort, Bruxelles. Donc, je suis né à côté de la forêt de Soignes. Et voilà, mais c'est vrai que je peux le dire, mes premières expériences, c'était à vélo dans la forêt de Soignes. On le sait, c'est une forêt vallonnée. On va donc d'aventure en aventure. Et puis, bon, quand même, quand j'étais jeune, il y avait encore 60-80 cm de neige en hiver, forêt de Soignes. Donc, c'était vraiment l'aventure. Puis, en plus, quand j'étais on habitait une maison, un petit jardin qui donnait dans une propriété avec un vieux château et un garde avec un fusil avec des petits plombs dedans qu'on attrapait dans les fesses de temps en temps. Donc, il y avait des souterrains, etc. Donc, en fait, oui, je pense que mes expéditions, elles ont commencé assez jeunes. Et sans doute, ça m'a donné le goût de la nature d'abord, le goût de l'aventure, et puis voilà. Explorateur, Erwin, toi, tu as exploré d'autres choses, notamment le commerce national. C'était compliqué aussi comme exploration. Oui, mais bon, moi j'ai commencé avec ma ferme, un petit gamin qui reprend la ferme de ses parents. Et après, quand j'avais 40 ans, j'étais plus content de la vie que je menais. On a fait des manifestations ici à Bruxelles, en tracteur. Après, on a organisé une organisation européenne, l'European Milk Board. Après, j'ai découvert tous les pays européens, aussi en manifestant, en rencontrant les décideurs politiques. Et après de tout ça, le résultat que le consommateur il nous a demandé, mais quel lait est-ce que je dois acheter ? À ce moment-là, on a créé une coopérative. On était contre les coopératives parce qu'on trouve que les coopératives sont souvent mal gérées, sont trop grandes. Quand même, on a choisi le modèle de coopérative. Alors, on a lancé une marque Fairbel, un lait équitable. Pour nous, c'est ça le mot crucial dans notre truc parce qu'on vit dans une philosophie équitable où tout le monde doit bien gagner sa vie, toute la chaîne de la distribution jusqu'au producteur, mais aussi le consommateur. Et on a une responsabilité aussi au niveau de nos fermes, au niveau du respect animal. Peut-être c'est un sujet qu'aujourd'hui, on va encore parler, mais pour moi, Alain, c'est important ici. Toi, tu poses des questions et nous, qu'on a assez de temps pour vraiment aller un peu dans le fond du sujet. Ouais, moi j'étais agriculteur aussi, donc je suis bien placé pour savoir que quand ils viennent manifester à Bruxelles, ils ont bien raison. Parce que nous, agriculteurs, on nous fait investir des centaines de milliers d'euros dans les machines, etc. Et puis après ça, maintenant, avec la problématique climatique, il faut changer son fusil d'épaule. Mais pour ça, il faut les aider. C'est ça le grand problème de nos gouvernements, c'est qu'en fait, ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui, il faut pas dire c'est facile de dire, moi j'étais dans le plan de pommes de terre, donc c'est pas subsidié, ça veut dire. C'était à quel endroit ça ? J'ai habité 25 ans dans les Ardennes. D'ailleurs, nous,
je fais partie de la génération qui se sont battus pour mettre en place les coopératives. Désolé, moi je trouve que c'est important. Justement dans un esprit de co-gestion, parce qu'à l'époque, ça n'était pas véritablement... Il y avait des grandes coopératives économiques ou des choses comme ça, mais la coopérative où on pouvait tous être son propre patron, peu importe les études qu'on avait fait, parce que j'ai une période encore où si on faisait des études, eh ben, il fallait dans une société avoir une relation hiérarchique de supériorité, chose que j'ai jamais pu accepter. Chez nous, on avait tous la même rémunération. Et donc, on a dû se battre pour ce statut. Parce que ça n'a pas plu à certains, bien entendu, de voir des gens qui créent leur société comme associés actifs, avec justement un partage de responsabilité, peu importe le chemin qu'on a fait, qu'il soit passé par les études ou pas les études. Donc, moi, je pense qu'on partage la même chose. Oui, parce que je suis sur le que moi, je n'aime pas les coopératives. Non, parce que non, mais nous autres, les coopératives laitières, ils sont devenus tellement grands. Ils sont tellement grands. Même en Ardennes, il y a une coopérative connue qui est tellement grande que là, les agriculteurs n'ont plus rien à dire. Mais alors, qu'est-ce qu'on a fait? Nous autres, on a créé aussi une coopérative parce qu'on y croit à ce modèle. Et chez nous, en plus, dans notre coopérative, on a les agriculteurs qui sont membres avec des voix, mais on a aussi presque 2000 citoyens qui peuvent acheter des parts avec le droit de vote. Ils viennent à l'Assemblée générale et on adore ce modèle, mais il faut quand même qu'on fasse attention. Oui, mais bon, c'est quand même un modèle. Je vous interromps, mais on est dans un café sympathique, on va quand même boire quelque chose. Ah oui. Qu'est-ce que tu bois? Moi, une eau pétillante. Une eau pétillante? Pour moi, un thé camomille. Un thé camomille. Oui, c'est la première fois, mais j'ai un peu mal à la gorge. Donc, une eau pétillante, un thé camomille, et moi, je vais quand même boire une bière. Merci. Et donc, comment on passe de la pomme de terre au pôle sud? Non, nous, on avait fait, moi, je suis aussi un montagnard, guide de montagne aussi, et disons, en fait, on avait créé une coopérative à plusieurs, donc on avait 3 secteurs d'activité, la menuiserie, les toitures et le plan de pommes de terre, puisqu'un de nos coopérateurs, les gens avec qui j'ai créé ça, était fils d'agriculteur dans les Ardennes. Et son père était... C'était près de Marchand-Famenne, si je ne m'abuse, non? C'était Nassogne, donc juste... Et alors, donc voilà, on a repris ce secteur et puis on était les premiers producteurs bio de plants en Belgique. On a créé d'ailleurs une des premières coopératives, justement. On avait qu'un hectare de légumes, on avait nos céréales aussi. Donc voilà, c'est toute une époque de ma vie qui fait que notre philosophie aussi, c'était de pouvoir arrêter éventuellement pour un voyage. À l'époque, on travaillait tout le temps, de toute manière. D'ailleurs, je n'ai pas changé de ce côté-là, mais disons que voilà, c'était possible. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première expédition dans l'Himalaya, avant l'exploration polaire, puisque mon école elle passe par la montagne. Et la montagne, on peut pas tricher sur soi-même. À la fois, on a cette ambition de réaliser ses rêves, d'être un sportif, tout ça, bâtir une confiance en soi dans la nature, mais en même temps, on se bat contre soi-même dans la nature, et la nature en montagne et dans l'espace polaire, elle ne pardonne rien. Elle nous force d'ailleurs au changement devant le danger. Et ça nous ramène aussi à ce qui se passe aujourd'hui, parce que pourquoi aujourd'hui ça n'avance pas par rapport à ce qu'il faut mettre en place pour la problématique climatique dans tous les domaines? C'est parce qu'on n'est pas été, nous, éduqués au changement. On ne veut pas changer. C'est ça qui est intéressant dans ce que tu fais aussi, c'est que réussir à regrouper des gens autour d'une coopérative dans le domaine agricole, c'est essentiel, parce que c'est justement là où on vit, dans les domaines plus locaux, que le changement peut véritablement s'installer, parce que on n'est pas submergé par ce qui se passe. Je pense que c'est un des grands problèmes de la société aujourd'hui, c'est qu'on est tous dépassés. Je ne sais pas si on a vraiment la capacité en fait, mentale d'intégrer les mauvaises choses du monde, et les médias sont les premiers responsables, de matraquer avec des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Donc je pense que le domaine, l'alimentation est essentielle, d'abord pour la santé, et puis la compréhension de l'agriculture. On a ce qu'il faut chez nous. On est évidemment victime. C'est un autre sujet, mais on parle maintenant de on peut plus les Américains. On va aller avec le Mercosur, et puis ça sera encore pire. Et puis qu'est-ce qu'on fait nous ici? Comment est-ce qu'on va être concurrentiel et tout ça? Ça n'a aucun sens. On n'est vraiment pas dans le bon chemin pour tout ça.
Alors que je crois aujourd'hui, de plus en plus, les gens veulent changer parce qu'ils commencent à comprendre. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une chose qui a changé maintenant, on le dit nous depuis longtemps, par rapport à la fonte des glaces dans l'Arctique, qu'on voit, puisque forcément... Comment on le voit? C'est pas très compliqué. Les satellites aujourd'hui, ils nous prennent des photos à toutes les minutes du jour et de la nuit. Et donc, on a une visibilité sur, la surface de glace, et 2, son épaisseur. D'ailleurs, une de mes expéditions, j'ai fourni énormément de données à l'ESA pour justement calibrer les algorithmes, puisqu'en fait, le satellite ne fait pas la différence entre la neige et la glace. Et or, forcément, il y a une différence de densité. Et donc, on sait comment ça se passe et on le voit en été, avec la problématique du réchauffement, les glaces se brisent plus facilement, elles s'échappent de l'océan Arctique lui-même. Ça veut dire qu'il y a moins de glaces multi-annuelles, donc leur épaisseur diminue. Si l'épaisseur diminue, elles sont plus fragiles parce que la Terre tourne forcément et qu'il y a des courants et que d'ailleurs mes expéditions dans l'Arctique, même par moins 57 degrés Celsius, brusquement ça s'écarte, on est dans l'eau. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un immense bouclier blanc qui réfléchit à 80% l'énergie du soleil, en été, il est presque diminué de moitié. Au lieu d'être blanc, c'est bleu foncé, presque noir, c'est encore noir. Donc l'absorption est de 80%, c'est un delta presque de 160, donc ça veut dire que c'est énorme. Et maintenant, on commence à le voir dans la circulation atmosphérique chez nous. L'été, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le printemps... En fait, tout est absolument lié. Oui, mais... il y a quelque chose dans notre société qui est terrible. Moi, je dis toujours qu'il faut envoyer le monde politique en expédition dans l'Arctique, dans l'Antarctique, parce que là, de toute manière, s'il ne change pas, il meurt. Oui, mais c'est quelque chose, surtout nous les agriculteurs, on entend partout, mais qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce que moi, tout seul, à ma ferme, moi tout seul qui habite ici à Bruxelles, ou moi tout seul qui habite en Ardennes, je ne sais pas, c'est un peu... la problématique. On sait que les décideurs politiques, ils font maintenant plutôt moins que plus. On est plutôt, on met le climat un peu en arrière-plan. Maintenant, c'est la guerre, il faut investir dans des armes. Mais moi, tout seul, chez moi, en agriculteur, Patrick comme citoyen, les citoyens ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est ça la grande question. Est-ce que ça doit venir vraiment que de la grande politique? Ou si la politique ne fait pas, qu'est-ce que moi... Et ça, c'est parfois, on perd la motivation. J'ai changé ma ferme en bio. On fait que du pâturage à l'herbe. Après, en même temps, on me dit que mes vaches, les rumineurs, ils fait trop de méthane et tout ça. À la fin, tout le monde pense que nous, les agriculteurs, on est en train de polluer la terre. Oui, mais moi, agriculteur chez moi, qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que le consommateur fait plus? Et là, il n'y a personne qui sait me donner, faites ça, un acte concret que j'aimerais bien de quelqu'un comme toi qui a de l'expérience, qui sait de quoi on parle. Bon, moi, je suis un citoyen comme tout le monde, mais je trouve que déjà ce que vous faites là, au niveau local, etc., ça, ce sont de vraies démarches. Parce qu'elles ont en plus un facteur d'éducation. Parce que les gens qui se lancent là-dedans, ils ont entamé une réflexion et ils se disent, ensemble, on peut changer quelque chose. Ça, je pense que c'est important. Maintenant, si on se met de côté, je dis, moi, les manifs à Bruxelles en tracteur, je suis à fond d'accord, je suis contre ce qui se passe parce que on peut pas demander en particulier aux agriculteurs, et je sais de quoi je parle, on a investi, c'est énorme les investissements, d'ailleurs on a aussi une menuiserie, les machines agricoles, quand on voit ce que ça coûte à côté de la menuiserie, c'est un vrai scandale, donc ça c'est autre chose. Toujours est-il que c'est pour ça que je crois que s'il est difficile, et ça dépend si on vit en ville, à la campagne, dans un village, s'il y a autour d'où on vit cette possibilité, comme ce que tu fais, d'essayer de travailler localement, en ville c'est peut-être l'avenir en Belgique, je pense que dans ce pays, le problème, c'est que la fiscalité n'est pas adaptée au challenge qu'on vit aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression, moi, souvent, que le monde politique nous prend pour des imbéciles, si je puis m'exprimer comme ça, c'est-à-dire des gens qui, de toute manière, sont pas capables de se faire une idée de ce qu'il faut gérer et à qui on doit tout dire. D'ailleurs, on nous donne des chèques repas. J'ai appris, moi, je vis pas beaucoup en Belgique, maintenant, je suis beaucoup en Antarctique, c'est autre chose, mais je veux dire, il y a un chèque repas, un cinéma, ceci, soi-disant des incentives
à la consommation. Donc on est encore dans un schéma où il faut consommer plus et on oblige les gens, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. L'écologie ne peut pas être punitive, elle doit être positive. Et donc ça veut dire que si dans un pays comme celui-là, on était capable d'établir une fiscalité par localité, par village, par ville en fonction dont on est en campagne, en ville, etc., avec des échéances à 2, 3 échéances électorales, c'est-à-dire 6, 10 ans, avec une clé qui est la fiscalité. Parce que si on change, il y aura un mieux, on va pas retourner en arrière. Mais alors ce que Trump fait en Amérique, alors c'est bon, sur le fond. Non, là c'est autre chose, je veux dire. Parce que là, voilà, est-ce que c'est pas mieux aussi pour nous ici? Non, parce que les importations, la viande qu'on va importer, les produits chinois qu'on va importer de tout, je ne sais pas, c'est une réflexion. Est-ce que c'est pas mieux de les taxer de trucs pour que les produits deviennent chers, que les gens ne les achètent plus? Je pense qu'il y a... Je ne sais pas. Enfin, je sais pas, moi en tant que citoyen, quand on me parle de ça, de toute manière, j'ai pas accès à ça. Donc ça me dépasse, je ne peux pas aller dire non, je suis pas d'accord, non. Donc je pense que évidemment on en est réduit dans un système, disons, plus ou moins démocratique comme celui-ci, on va voter. Hein? Bon, alors on va voter et chez nous en Belgique, au moins on sait que quand on va voter, le parti pour qui on vote, de toute manière, il va pas pouvoir faire tout ce qu'il a dit parce qu'on travaille ensemble. On peut regarder chez nos voisins, ils savent même pas se parler. Donc voilà, on est quand même dans un système ou bien on choisit, disons, un régime totalitaire, alors on n'a rien à dire et ça peut aller beaucoup plus vite. Prenons la Chine, par exemple. Là, il y a des décisions, ces gens ont une vue qui se défendent sur certaines façons, mais on n'a rien à dire, il faut obéir. Chez nous, bon, on a aussi le problème que, voilà, enfin, je vais pas rentrer là-dedans, mais on est en Europe. Donc, on est 27, 28 pays, on n'est pas d'accord entre nous, on n'a toujours pas réussi à unifier... On n'est pas toujours d'accord en Belgique. Hein? Non, moi, je suis d'accord avec ça, mais c'est un problème. Avec les régions, les provinces, etc., je parlais de la fiscalité, je m'excuse, on a une fiscalité qui date du siècle passé. On est au XXIe siècle, les choses ont changé. Et bon, si on revient, disons, à mon expérience professionnel, je serais déjà mort depuis très longtemps si j'avais pas appris à changer par rapport au changement. Ce qui nous différencie des autres espèces, c'est que nous sommes capables de modifier notre comportement. C'est la seule chose qui fait que nous sommes humains différents des animaux. C'est extraordinaire. Je pense que parfois les animaux, ils sont capables aussi. Hein. Non, mais quand je prends un chien, je ne sais pas, même une vache, quand je la vois chez moi, bon, elle s'adapte pas, elle n'a pas le truc, mais les animaux aussi. Faut pas j'aime bien les animaux. Mais non, mais tu vois ce qu'il veut dire. Oui, je sais bien, mais je veux taquiner quand même aussi un petit peu. Oui, non, sinon, de toute manière, les animaux, ils comprennent tout. Enfin, moi, je dis souvent dans les écoles, parce que moi, j'ai côtoyé les ours polaires, évidemment, très régulièrement dans ma vie. En fait, aujourd'hui, je leur parle. Parce qu'un jour, je me suis retrouvé sans défense, disons, devant un ours. Hein? C'était où? C'était en plein milieu de l'Arctique. Il faisait moins 30, il y avait de l'eau. C'est un endroit, parce que les ours sont au milieu de l'Arctique, on les rencontre quand il y a de l'eau, parce que les ours, normalement, ils mangent pas les humains, ils mangent des phoques. Et donc, je me suis retrouvé devant une mère qui recherchait son petit. Mais en fait, on l'avait croisé 45 minutes avant dans un coin de glace. Et on avait continué. C'était quand? C'était l'expédition? Non, c'était en 2007, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc, et puis j'ai vu cette femelle donc arriver sur moi. Stressé, on apprend à reconnaître. Hein. Toi, tu dois le savoir, les animaux, en effet, c'est très clair. Ils comprennent tout. Donc, et là, elle était, comme toi et moi. Là, il y avait mon traîneau entre. Je la voyais nerveuse. Et j'ai commencé à d'abord être calme, mais ça, on apprend. Et puis, je commençais à lui parler, à lui dire que je voyais bien qu'elle était stressée, mais que peut-être elle cherchait son petit. Moi, je l'avais vu. Il était dans une direction. Moi, je lui ai montré. J'ai dit que ça a duré 5, 6, 7 minutes. Je pourrais plus le dire. Et à un moment donné, elle m'a regardé comme ça. À un moment donné, elle a tourné la tête et elle est partie exactement dans la direction que je lui avais indiquée. Et ce jour-là, Et pourquoi nos décideurs politiques, ils font pas ça? Mais parce qu'ils n'ont pas cette humilité. Tu vois? Oui, c'est ça. C'est normalement un politicien, une politicienne, en anglais on dit un civil servant, ils sont au service d'une population. Donc, voilà, c'est pour ça que moi je dis qu'il faut aller voter, je crois, mais je pense aussi que
Voilà, peut-être c'est un processus long, peut-être les gens disent toujours, et à tort, et en particulier le monde politique, il faut attendre une grande catastrophe. Mais aujourd'hui, les grandes catastrophes, ça sera de très grandes catastrophes. Et combien de temps est-ce qu'on a? Mais ça, je trouve qu'on a du temps, parce que le changement est possible, en fait. Alors évidemment, au plus vite on va, au mieux c'est. Mais la question est, en fait, comment faire pour que ça accélère. Dépasser le local aussi. Je pense que l'éducation est essentielle. Oui, mais c'est ça. Et quand on voit chez nous, disons, la dérive, c'est un domaine difficile, mais l'éducation n'est pas la priorité, eh bien ça c'est grave. Je dirais que c'est peut-être le plus grave, parce que le monde ne va pas s'écrouler demain. Évidemment qu'il va y avoir de grands changements, mais on a une capacité. Bon. Oui, mais si moi je constate juste, allez, c'est une réflexion, si on dit on a le temps encore, tu vois, alors je vois que on dit, maintenant c'est pas si urgent, et on va investir. Si on investit tout l'argent qu'on investit maintenant dans l'achat des armes, on aurait mis cet argent-là à disposition, je ne sais pas comment et quoi, pour investir dans le climat et tout ça. Alors on dit on a le temps, c'est pas urgent. Et je trouve que quand toi tu me dis voilà, c'est pas urgent, il faut le faire, alors je me dis ok, c'est pas urgent. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais tu me dis si demain le monde s'écroule, non, le monde ne va pas s'écrouler. Mais donc en ce titre-là, qu'est-ce qui pourrait devenir si on chose? Où est c'est quoi le truc si on ne fait rien, on continue comme ça? Quel pourrait être le scénario possible? On ne sait pas peut-être tout juste, mais quel pourrait être le scénario si on ne fait rien encore les 50 ou 60 prochaines années? Disons. Bon, c'est une question très large. Est-ce qu'on peut dire, en tout cas, par rapport à nous, dans les régions polaires, est-ce qu'on étudie? Oui, voilà. Comment tu le vois là-bas? Est-ce que c'est un bon thermomètre de la manière dont les choses fonctionnent? Il y a deux choses. Disons, nous, on est, disons, en particulier avec la station belge en Antarctique, de l'Est, dans un endroit où il faut bien le comprendre. Il n'y a pas d'infrastructure. On ne peut pas faire de recherche dans les zones polaires si on ne sait pas partir d'un camp de base. Donc, une station, ça sert à ça. Et nos voisins sont à quelques milliers de kilomètres. Donc, en effet, l'Antarctique, c'est grand comme 2 fois l'Europe. C'est la source la plus importante comme source froide du climat, puisque c'est un continent qui est blanc. Il n'y a que 2% de roc en Antarctique. Il a évidemment un rôle de, comment dirais-je, on pourrait dire d'équilibre dans le climat, puisque le climat c'est un échange de chaleur entre les zones froides et les zones chaudes, avec la Terre qui tourne, la basse atmosphère, etc. Deuxièmement, l'Antarctique est un endroit où on essaie de comprendre mieux ce qui pourrait se passer par rapport à la glace continentale qui, comme elle s'écoule vers l'océan, puisque c'est un immense glacier d'Antarctique qui a presque 3000 mètres d'épaisseur au mieux, eh bien, qu'est-ce qui va se passer si vraiment il devait fondre? On parle d'ailleurs de Groenland, c'est plus 7 mètres. L'Antarctique, au total, c'est pas que ça va se passer évidemment demain ni après-demain, mais c'est 57 mètres, donc c'est énorme. Donc, un des menaces importantes, c'est l'augmentation du niveau de l'eau, des océans, sachant que les océans se réchauffent 2 fois plus vite que la basse atmosphère et que l'eau se dilate. Ce sont les 2 phénomènes, je crois, qui vont impacter le plus rapidement possible une partie des gens sur la planète. Donc toutes ces petites îles, notamment du Pacifique, elles vont être noyées à moyen terme. Peut-être les Pays-Bas, mais même ça a un impact sur la pénétration de l'eau salée dans les nappes phréatiques, ça a un impact sur les phénomènes extrêmes qu'on connaît même chez nous, que ce soit des inondations, les tornades, etc. Ces choses-là vont devenir de plus en plus courantes, puisqu'il y a un dérèglement, on le voit même dans l'Arctique, on a vu la circulation atmosphérique change. Il y a parfois de la neige plus tard dans la saison. Alors les gens disent mais il neige, vous voyez les changements. Non. Ce sont des faits. De la physique, c'est de la physique. On peut dire ce qu'on veut, on peut faire n'importe quoi. Ce sont des phénomènes comme ça qui vont se passer. Alors la deuxième chose, tout le monde le sait, c'est qu'évidemment les populations vont émigrer de plus en plus. Le monde va se mélanger de plus en plus. Et donc par rapport à ça,
la solution n'est pas d'interdire, enfin ça c'est mon avis, d'interdire aux gens de venir. Au contraire, on a besoin de gens qui travaillent. On oublie que c'est pas parce que demain il y a de plus en plus d'ordinateurs, on fait de data centers, on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, mais tout ça on oublie que ça fait consommer de l'électricité. Cette électricité on l'a pas, et en Europe il y a 15-20 ans on a fait des choix qui ne devaient pas être faits. Il faut bien se rendre compte qu'on avait du gaz qui venait bon marché de Russie, qu'on était compétitif. Aujourd'hui, pour des raisons XY et pas les bonnes, si vous voulez mon avis, on est tombé sur la vassalisation des États-Unis, et voilà, on est dans une situation où on ne va pas sortir comme ça. Hein. Coincé? Mais on est coincé pour le moment. Il y a pas l'énergie est trop chère en Europe. On ne sait pas la produire. On va faire comment? C'est une vraie question. Et par rapport à ça, il faut évidemment remettre en question un certain nombre de choses et voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Tu parlais tout à l'heure justement des politiques qui étaient à très courte vue. Comment faire pour changer le système pour que des responsables politiques puissent se dire à 20 ans, voilà, moi je vous propose ceci. Ils sont coincés, puisque la prochaine échéance électorale, elle est fondamentale pour qu'ils puissent continuer à être au pouvoir. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, là. Peut-être un peu. De toute manière, je pense que peu importe qui sera au pouvoir maintenant ou demain, on est tous devant le même problème. C'est le problème de guerre en Europe. Moi, je vis en partie en Afrique du Sud. Là, les gens ils regardent les Européens parce qu'on a essayé de faire des pressions sur ces pays, qu'il fallait soutenir l'Europe, etc. Ils regardent l'Europe en disant, écoutez, mais démerdez-vous maintenant, hein, vous nous avez emmerdés. Hein? Oui. Voilà, il y en a. Voilà, les Russes nous ont soutenus quand on avait l'apartheid. Aujourd'hui, on se développe. Foutez-nous la paix. Ils ont parfaitement raison. Comme moi, j'ai passé beaucoup de temps en Asie du Sud-Est. Ils ont envie de rouler en bagnole comme nous. Et donc, on doit regarder ici. On doit arrêter de faire la leçon aux autres. Je pense que c'est la première chose que nos responsables politiques doivent véritablement comprendre. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des imbéciles. Je pense franchement que le dialogue est très important et on n'est pas si mal placé que ça en Belgique puisqu'on se parle. Voilà, il y a des choses qui quand même bougent. La question, c'est qu'à un moment donné, ce sont les gouvernements qui doivent aider la population, parler de l'agriculture, c'est vrai dans d'autres domaines, et pas exiger que ce soit les gens qui disent « Oh, c'est ça, hein, parce que pour revenir à ce que tu dis, ces agriculteurs, ils ont trop d'animaux. » Oui, il y a trop d'animaux, mais oui, on mange trop de viande. Mais à partir du moment où on a dirigé, parce que c'était comme ça de mon temps, c'était les agronomes de l'État qui nous disaient « Bon, là, pour investir ça, enfin, etc. » Nous, et puis on y va, et puis après ça, on a une catastrophe climatique ou un truc comme ça. Moi, j'ai vécu ça. Après ça, les banques, elles s'en foutent, hein. Elles sont là et elles vous disent « Bon, vous me remboursez pas, on vous prend tout, hein. » Donc, Erwin a failli tomber dans la même chose, non? Oui, et non. Je pense que il y a vraiment deux mondes aujourd'hui, en tout cas dans le milieu agricole, il y a presque deux mondes. Je pense que même dans la société, tu as l'agriculture intensive. Aujourd'hui, c'est 200 vaches, 500 vaches, avec des robots, avec, je ne sais pas, même dans les cultures, c'est une agriculture qui est là. Ça peut pas continuer. Oui, mais ça, tu n'arriveras plus jamais à les empêcher. Je te dis, avec n'importe moi, c'est pas mon modèle. Moi, j'ai une exploitation avec 50, 60 vaches en bio, au local, on vend la viande à la ferme, on a les pommes de terre à la ferme, on a tout à la ferme. Mais ce modèle-là, tu n'arriveras tout ce qui va arriver, tu ne sais plus faire en arrière. Après, tu as le modèle, un peu, je dis, comme notre ferme chez nous, comme les gens qui ont des fermes chez nous, chez Ferbel, on essaye de les grouper au moins pour qu'on a le rapport de force est un peu plus grand et qu'on arrive à trouver une place pour nous. Parce que si nous autres, on ne fait pas attention, il ne reste même plus une place pour les agriculteurs familiales, pour les exploitations. Même le bio, il est en train de disparaître. C'est grave que les consommateurs, à la fin, le bio, ça les intéresse de moins en moins. Je ne comprends pas, mais bon, c'est une évolution. Alors, ces deux modèles, ils vont exister, mais le modèle des exploitations familiales, il va être de moins en moins. Quand je vois autour de chez moi, hein, j'habite en Amblève, un petit patelin, à 5 km, il y a quelqu'un qui a 300, 400 vaches. Après, je regarde 4 km plus loin, il y a quelqu'un qui a 300, 400 vaches. S'il y a un terrain qui se libère, moi, je n'aurai plus aucune chance. Après, tu as des investisseurs qui viennent de plus en plus des propriétaires de terrain.
ils payent le double pour l'achat de terrain que moi. J'ai pu l'acheter. Après, les gens où moi je loue les terrains, ben, le risque, il est là que les gens, ils vont vendre parce qu'ils vont dire, voilà, ils vont le vendre à lui. Alors, tu vois, c'est un peu compliqué. C'est pour ça, ma question, elle est, qu'est-ce que je peux faire moi-même qui vit dans une situation journalier comme ça, et je vois que je veux faire quelque chose, mais sur le fond, on m'empêche. On a fait des manifestations, on a essayé de changer le climat. J'ai été voir même le pape il y a 10 ans, j'ai rencontré les commissaires européens, j'ai été partout, et on n'a pas voulu nous écouter. Alors, c'est un peu une frustration à certains moments. Ça, je crois. Où est-ce qu'ils sont tous les jeunes? On en a déjà parlé dans un autre. Où est-ce qu'ils sont tous les jeunes qui étaient manifestés? J'ai dit pour le climat. Ils n'ont pas été manifestés contre le climat. Ils ont manifesté pour le climat. On n'entend plus rien. Ben, il y a une manifestation samedi, mais ici en Belgique. Mais, oui, donc, mais écoute, c'est bien ça. Il faut commencer par virer von der Leyen. Ça, c'est la première chose. Bon. Là, directement, on y va. On sort du café, on va la virer. Non, mais voilà. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, la Commission européenne ne fait pas son travail. Donc, et si tu veux, je dis, non, ce n'est pas normal de continuer en Europe avec des grosses exploitations comme ça. L'agriculture intensive n'a pas d'avenir si on veut faire face à ces climats. Donc, c'est politique, donc c'est fiscal. C'est une question d'argent. Et de l'argent, il y en a. Le problème, c'est qu'il y a des lobbies. Moi, ça doit être très difficile d'être politique, certes. Mais aujourd'hui, les faits sont là. Je le disais tout à l'heure, le changement climatique, c'est de la physique. C'est pas un truc qu'on invente, et d'ailleurs c'est en Antarctique qu'on a pu prouver le caractère anthropique. C'est ça qui m'a fasciné, moi, quand j'ai réalisé avec Dixie, qui malheureusement n'est plus là, la plus grande traversée de l'Antarctique sur 4000 km. J'ai dû faire un travail pour les Français, les Américains, et bon, je n'avais aucune idée de la recherche polaire, mais en Antarctique, la température est toujours inférieure à 0 degré, et donc la neige, ce sont des cristaux. Entre les cristaux, il y a des bulles d'air, et c'est vrai que ça s'accumule, à un moment donné, cet air est prisonnier. C'est comme ça que petit à petit, en forant, d'ailleurs, c'est un glaciologue français, j'aime bien cette histoire parce que en 1957-58, d'ailleurs, quand la Belgique a construit sa première station au bord de l'océan, là, en Antarctique, lors de l'année géophysique internationale, eh bien, il a mis un morceau de glace, un petit forage qu'ils avaient fait dans son verre de whisky. Et il avait des petites bulles qui sortaient. Et il s'est dit, mais si on creuse plus profond, peut-être on aura des informations sur ce qu'il y avait dans l'atmosphère avant, puisque c'est l'époque où on commençait à mesurer les gaz dans l'atmosphère. Ça a commencé en 1958. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, avec le développement des isotopes, alors on va pas rentrer dans les détails, on a pu prouver, il n'y a plus personne qui met ça en cause, qu'en fait, le gaz principal à effet de serre dont on parle toujours, le CO2, qui fait l'objet d'accords, en tout cas d'intentions d'accords de nos sociétés pour être limité, eh bien, ça vient d'exploitation des énergies fossiles. Et donc, ça vient de notre façon dont on exploite l'énergie et comme on l'utilise. Et donc, c'est sûr que il y a un immense problème, mais on connaît la solution. Et ça, je trouve que c'est un côté positif. C'est ce que je dis pas qu'on a le temps, mais je veux dire, savoir aujourd'hui que, voilà, on n'a plus l'insouciance que nous, on pouvait avoir quand on était jeune, mais on sait ce qu'il faut faire pour se survivre à soi-même. C'est quand même quelque chose qui devrait... C'est pour ça que l'éducation est essentielle. Et à un moment donné, les politiciens, de toute manière, ils vont devoir changer. Ouais, mais le problème de l'éducation, c'est qui veut devenir prof ? En 1950, en Belgique, un instituteur gagnait le salaire d'un colonel. Aujourd'hui, c'est un salaire. Ça n'est pas normal. C'est comme ça n'est pas. Moi, je suis dans la menuiserie, puisque nous, eh bien, on ne trouve pas de jeunes dans les écoles professionnelles pour venir comme menuisier. Non. Donc, du côté de Marche, il y en a 4, ça les intéresse pas. Et donc, je veux dire, il y a un grave problème. On ne valorise pas. Les métiers d'avenir sont les métiers manuels. Moi, je suis un manuel, donc même si j'ai eu la chance de faire des études d'ingénieur. Et donc, c'est les métiers d'avenir. C'est de ça qu'on a besoin. Si on regarde où il y a les émissions de CO2, comment on peut les réduire, le bâtiment et tout ça, c'est énorme. Il suffit de voir le bâti dans notre pays, ce qui se passe. Bon, alors on fait des règles, mais il n'y a rien derrière que pour... Voilà. On donne des primes, mais on donne des primes à qui ? D'ailleurs, on les supprime en Wallonie, j'ai entendu parler, ils n'ont rien compris.
d'abord donner des primes, ça, je reviens à ce que je dis, c'est qu'il faut pouvoir se le permettre, l'investir, le récupérer. Non, ça doit être géré collectivement, dans les communes, avec une dimension sociale et fiscale. Voilà. Alors juste, moi j'ai une question pour changer un peu, parce que c'est quelque chose, je me suis dit, c'est quelque chose que j'aimerais bien te poser parce que je suis curieux. J'ai un peu regardé maintenant tout ce que tu fais et je me dis, est-ce que t'as pas de stress de ne pas revenir d'une expédition? Comment est-ce qu'on gère le stress? Voilà, moi j'ai suivi par exemple en Allemagne, il y avait une skieuse qui n'est pas revenue aussi d'un truc en montagne. Et je me dis, tu risques quand même tout le temps, ou si maintenant c'est plus sécurisé, et comment gérer, surtout au début ou maintenant, c'est une question, est-ce qu'il n'y a plus de stress, c'est sécurisé, ou mais comme ça vit en danger? Est-ce que la mort, voilà. La mort, elle est là. Tu es plus direct que moi. C'est ça, la clé. Bon, d'abord, moi je ne sais pas ce que c'est la vraie peur de la mort par la maladie, l'accident, etc. Nous autres, on s'engage dans un univers qui ne pardonne certes pas, mais disons qu'il faut petit à petit apprivoiser. Il faut faire, je pense que, comme tout le monde, j'ai fait des erreurs, et je crois que il faut se convaincre que c'est normal de faire des erreurs, qu'il faut apprendre de ces erreurs. C'est ce qui fait la différence entre les gens aussi. L'orgueil, j'expliquais que quand nous, on est dans la nature, on est en face de soi-même, pas d'un autre, pas plus qu'un autre. Voilà. Et on ne triche pas. Non, on ne peut pas. Sinon, moi, c'est vrai, j'ai perdu énormément d'amis. La montagne, c'est l'espace polaire, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est dangereux. Mais il faut aussi pouvoir renoncer. On parle toujours que de ce qu'on réussit, mais nous autres, on renonce peut-être 2-3 fois avant de réussir quelque chose, en particulier en montagne. Et donc, c'est un peu, là, c'est la chance de pouvoir vivre des rêves, puisque moi, c'est un rêve qui me paraissait impossible. Et souvent, je dis aux jeunes parce que c'est vrai, souvent, quand j'étais jeune, en tout cas, c'était comme ça, j'imagine que c'est toujours comme ça. On veut faire quelque chose, on a cette volonté, je sais pas moi. Ça ne te manque pas, visiblement. Non, oui. Et autour de vous, vos parents, oh, mais non, c'est dangereux, etc. Et puis, il faut garder ça en tête, parce qu'à un moment donné, à force d'y penser, eh bien, un projet qui paraît un peu impossible, ça devient naturel. Et à partir du moment où il est naturel, ça veut dire que mentalement, déjà, on a déjà fait un pas de préparation par rapport à ça, pour le stress, pour tout ça. Et puis, parce que je crois aussi que ces espaces-là, ça renvoie quand même, avec des grandes gueules comme moi, ils ont dû apprendre à être un peu plus d'humilité devant la nature. Et ça nous aide, ça m'aide, en tout cas moi, dans la société aussi, de m'apercevoir que, oui, on n'est pas grand-chose. En effet, on peut pas changer le monde tout seul, hein, je suis bien d'accord. Mais quelque part, c'est quand même ensemble qu'on arrive. Enfin voilà, moi je trouve que c'est une dimension essentielle dans la société qui malheureusement, c'est vrai, n'est pas vraiment prise en compte par nos responsables politiques. Le groupe est important. Le groupe est important parce que c'est le groupe qui va faire changer. Et j'ai un proverbe qui dit que un groupe de personnes s'était endormi parce qu'ils pensaient que c'était impossible et ils ont été réveillés par le bruit que faisaient ceux qui, ne sachant pas que c'était impossible, étaient occupés à le réaliser. Et quelque part, c'est ça aussi la force des jeunes, si tu veux. Et c'est pour ça que je crois beaucoup dans leur force. Je comprends aussi qu'il y a il y a eu tout ce mouvement pour le climat, mais bon, c'est pas facile de tenir le coup, et puis les autres générations arrivent. Hein. Oui, mais moi, juste pour revenir là-dessus, parce que c'est vraiment un truc, peut-être beaucoup les gens qui écoutent notre podcast, chez nous, c'est la même chose. Tu ne peux pas t'imaginer combien des gens que je connais, juste dans ma petite région, jeunes, âgés, qui ont été tués par un taureau dans le troupeau du moment que tu te promènes dans tes bêtes, ou qui ont eu des accidents très graves. Et là aussi, parce qu'à la fin, tu dis, je connais mes vaches, je connais mon taureau, je connais mon troupeau, quand ils sont dehors et tout cas, tu peux pas t'imaginer combien de fois il y a déjà un taureau qui est venu vers moi, il m'aurait tué. Et dès que une minute ou une seconde, même tu ne fais pas attention,
tu te tournes le dos, tu ne regardes pas, et hop, l'accident est là. Et ça, tu vois, je compare, je suppose que chez toi, ce que tu fais, et moi je dis quand même toujours chez nous, dans l'agriculture, il y a tellement des choses similaires dans plein d'autres métiers, dans plein d'autres trucs, qu'on ne se rend pas compte. Et pour ça que je trouve, moi je veux aussi, ici à la fin, je pense qu'on arrive presque à la fin, mais il faut donner... Pas tout de suite, hein, j'ai quelque chose aussi mais, en magasin. Moi je veux aussi que les jeunes, et je l'ai dit chaque fois, qu'on donne une motivation aux jeunes de s'engager, de s'investir, et je me dis même ça ne doit pas être mes idées, peut-être les tiennes, je ne sais pas, mais au moins qu'ils s'engagent, qu'ils ne perdent pas le courage du moment qu'ils n'y arrivent pas. Ça prend du temps. Je l'ai vu chez moi, ça fait 20 ans que je fais des manifestations, que je fais ça et ça et ça. Et ça prend du temps, mais il faut certainement pas perdre le courage et la motivation. Ah non. Et c'est ça le danger. Et pour ça, on a besoin des gens comme toi aussi, des gens comme moi, des gens qui disent aussi, qui donnent du courage et de la motivation. On doit aussi s'exprimer. Après un certain âge, il faut partager nos expériences avec des autres personnes. Oui, il faut une révolution. Hein. Moi, et pour ça, merci d'être venu en tout cas aujourd'hui, ça me fait un plaisir. Mais moi j'ai un petit quelque chose, un petit rappel. Ah ben oui, voilà, c'était en 1994. Ouais. Tu te souviens? Ça a été une de mes premières grandes expéditions polaires. Hein. On est arrivé au pôle Nord avec Didier et puis en fait... nous, on était les deux petits Belges, on n'avait pas de logistique, rien du tout. On avait réalisé quand même une des plus grandes performances mondiales à l'époque. Après 76 jours, on est arrivé au pôle Nord et puis ça c'était un Twin Otter, un petit avion qui arrive à aller au pôle et revenir. Bon, il y avait plus de tanks de fuel dans l'avion que de place, mais... Ah oui, non, c'était incroyable. Et qu'est-ce que je vois descendre, disons, Patrick et des autres. Qu'est-ce qu'ils foutent là, ceux-là? Je me souviens très bien ce que tu m'as dit en plein pôle Nord. Tu m'as dit... Mais qu'est-ce que t'es foutu là? Qu'est-ce que tu fous là, quoi, hein? On se connaissait parce que Alain m'avait aidé beaucoup à gravir le Mont Blanc. Ah ben voilà. Un peu avant. Toi, tu étais au Mont Blanc. Ouais, non, je ne crois pas. Non, je n'y crois pas. Ah ben, si tu peux lui demander. Il faut un témoin. Ah ben, il y a un témoin. Ouais. Patrick au Mont Blanc. Ah ouais, ok. Et donc, c'est le fameux épisode qui t'a rendu célèbre. C'est pas seulement la traversée, c'est la fameuse interview de Françoise Palange dans le JT avec vous avez eu peur. Avez-vous eu peur? Eh ben oui. Je l'ai encore écouté quand je me suis préparé dans le truc. Je l'ai écouté 5 fois. Allez, on va dire que c'est intéressant parce que c'est vrai que voilà, la peur est quelque chose qu'on doit apprivoiser bien avant de partir dans des expéditions. Sauf que tu réponds du beurre. Parce que je me souviens très bien. Mais non, parce que je me demandais pourquoi elle me poserait cette question, puisqu'il n'y a pas de raison de me demander si j'ai eu peur. Puisque la peur, on l'a apprivoisée, nous. Donc, on n'a pas peur. La peur, c'est un réflexe, c'est quelque chose de très important. Tu disais très justement dans ton travail, je dois toujours être attentif à tout. Mais nous, c'est pareil. En expé, je dis souvent, je suis comme un chat sauvage. On est tout le temps à l'affût. D'ailleurs, comme guide en montagne, c'est la même chose. L'observation, c'est comme ça. Tu vois, on perd le contact. Et certainement nos responsables politiques, pour la plupart, le contact avec la vraie vie, avec la nature, avec cette force, avec ce fait que sans support qui est notre terre, on va pas pouvoir survivre. Tu comprends? Je vous rejoins assez pour avoir pratiqué quand même les zones de guerre. C'était la même chose. On pouvait pas se dire, tiens, maintenant on a un quart d'heure cool. Non, il fallait reculer et être dans des zones qui étaient des zones free, et là on pouvait un peu respirer. Mais c'est à peu près la même chose, cette espèce d'animalité que l'on a et qui est transfigurée dans des moments de tension comme ceux-là. Bon, mais moi j'ai aussi un cadeau pour toi. Et j'espère que tu vas m'envoyer une photo du pôle Nord. Non, du pôle Sud. Du pôle Sud, ok. Et pour ça que je te dis qu'elle t'accompagne, qu'elle porte de la chance, en tout cas, et que tu n'oublies pas les paysans. Je vois que c'est une reproduction. Donc ça, c'est pas une vraie. Je n'aurais pas de problème avec l'administration de l'environnement parce que c'est pas une vraie. On peut l'amener en Antarctique, sinon c'est interdit. Bon, tu verras bien, mais en tout cas, un grand merci en tout cas d'être venu. Eh bien, merci Alain. C'était le podcast Le Champ Libre d'Erwin. Erwin, le paysan au chapeau. L'invité d'Erwin aujourd'hui, c'était l'explorateur Alain Hubert. Merci à lui, merci Alain. Vous pouvez retrouver ce podcast et bien d'autres en audio et vidéo sur toutes les plateformes, également sur le site lechampslibre-d'Erwin.be. Merci de votre écoute.
Merci à toute l'équipe, Stéphane, Grégoire, Simon. Merci au Café Etc., une des communes de la région bruxelloise, à Etterbeek. Merci pour la gentillesse de l'accueil. Quant à moi, Patrick Renac, je vous souhaite le meilleur pour vous et vos proches, pour Héroïne, pour Alain, et à bientôt pour un nouveau podcast. Merci Patrick aussi.